À cette même date ou à une date proche, à Moscou, dans l'Idaho, avez-vous tué et assassiné Kaylee Goncalves, un être humain? Oui. L'avez-vous fait volontairement, illégalement, délibérément et avec préméditation? Oui. Brian Koberger, l'homme ayant tué 4 étudiants à l'université de l'Idaho, continue de tourmenter les familles des victimes depuis sa cellule. Écoutez ces nouveaux arguments pour justifier qu'il ne doit pas leur verser plus d'argent. Voici Sidebar par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. On pourrait penser que l'homme qui a brutalement assassiné 4 étudiants universitaires de sang-froid, l'homme qui a admis ceci, Le 13 novembre 2022, êtes-vous entré dans la résidence au 1122 King Road à Moscou, Idaho, avec l'intention de commettre le crime de meurtre? Oui. Le 13 novembre 2022, dans le comté de Laytoke, État de l'Idaho, avez-vous tué et assassiné Madison Mogan, un être humain? Oui. L'avez-vous fait volontairement, illégalement, délibérément, avec préméditation et malveillance? Ouais. il a reconnu sa culpabilité pour tous les meurtres ici. Kaylee Goncalves, Maddie Mogan, Zana Carnodle, Ethan Chapin, ainsi que pour le cambriolage. Et nous savons qu'il a été condamné à 4 peines de prison à vie consécutive. Maintenant, on pourrait penser que ce type, Brian Koberger, alors qu'il croupit pour toujours dans une cellule de prison, ne pourrait plus faire de mal aux familles des victimes, n'est-ce pas? Cela ne semble pas être le cas. Son équipe juridique soutient essentiellement qu'il n'a pas à payer les familles des victimes pour ce qu'il a fait, ni quoi que ce soit de plus, en argumentant. En partie, vous savez quoi. Ils ont déjà reçu assez d'argent grâce aux campagnes GoFundMe qui ont été mises en place. Alors, laissez-moi vous expliquer cela, d'accord? Koberger a plaidé coupable et a aussi été condamné à payer des dommages-intérêts. C'est essentiellement un remboursement aux familles des victimes pour le crime. Il semble maintenant qu'à un moment donné, les parties, c'est-à-dire l'accusation et la défense, étaient d'accord pour qu'il paie environ 29 000 $. Dans le dossier, il était stipulé que plus de 14 000 $ seraient dus au programme d'indemnisation des victimes d'actes criminels créé dans l'Idaho pour aider les victimes à couvrir les frais de traitement des blessures résultant d'un crime. C'est en fait la définition. Près de 6 000 $ à Jim et Stacy Chapin et plus de 8 800 $ à Jeffrey Kirk Cernodle. Cependant, les procureurs avaient apparemment demandé que le tribunal ordonne à Koberger de verser 26 000 $ supplémentaires aux parents de Kaylee, Christy et Steve Goncalves et près de 7 000 $ à la mère de Madison, Karen Laramie. Et cela semblait être en lien avec les frais de déplacement et d'hébergement, du moins selon la défense. La défense de Koberger s'y oppose et réplique qu'il ne devrait pas payer cela. Pourquoi? Je vais vous lire un extrait du dossier de la défense, intitulé « Objection du défendeur à la demande de restitution supplémentaire de l'État ». Il est écrit en partie, je cite, « L'accord de plaidoyer est sans ambiguïté concernant les catégories de restitution que M. Koberger a accepté de payer. Après réception des reçus et de la vérification, il a accepté. Compte tenu du langage explicite de l'accord de plaidoyer, les seuls reçus supplémentaires soumis qui pourraient entrer dans les termes contractuels sont ceux concernant les urnes. L'État doit respecter l'accord de plaidoyer invoqué par M. Koberger. Il précise dans ce document la définition de la perte économique selon la loi de l'Idaho. Des choses comme la valeur des biens volés, détruits, endommagés ou d'autres préjudices, la perte de salaire et les pertes directes ou dépenses telles que les frais médicaux résultant de l'acte criminel. Maintenant, cela n'inclut pas les dommages moins tangibles comme la douleur et la souffrance, le décès injustifié ou la détresse émotionnelle. Ensuite, la défense soutient que, d'accord, si vous prenez cette définition, si vous regardez ici, les familles, ils soutiennent qu'elles ont déjà été indemnisées par des campagnes GoFundMe, en citant le fait qu'il y en avait une pour Madison et Kaylee qui a recueilli plus de 73 000 $. Ils mentionnent aussi qu'il y en a une autre pour Karen Laramie spécifiquement, qui a recueilli presque 49 000 $. Elle a été destinée à financer les déplacements pour assister aux audiences. La défense mentionne aussi une cagnotte GoFundMe pour Steve et Christy, ayant récolté plus de 85 000 $ pour financer leurs déplacements et leur présence aux audiences. Ils soutiennent que ces familles n'ont pas subi de pertes économiques comme je l'ai défini précédemment. Ensuite, la défense de Koberger avance qu'il ne peut pas payer. Il cite la loi de l'Idaho sur les circonstances dans lesquelles le tribunal doit considérer la restitution comme appropriée dans une affaire, en se référant, je cite, aux besoins et à la capacité de gain du prévenu. Ainsi, ils écrivent que M. Koberger n'a aucune capacité à gagner de l'argent ou à en payer, étant donné ses 4 peines de prison à vie consécutive, plus 10 ans.
Contrairement à d'autres cas où les tribunaux de l'Idaho ont ordonné une restitution pour diverses peines de prison, celle de M. Koberger se distingue. Il n'aura jamais la capacité de payer une restitution. Et même s'il a accepté les montants de restitution, il n'y a aucune possibilité prévisible qu'il puisse un jour effectuer un paiement. La loi de l'Idaho lui interdit tout profit d'un livre, film ou divertissement. Et ils ont raison. Il existe une référence dans la loi de l'Idaho qui stipule que toute personne qui conclut un contrat avec quelqu'un reconnu coupable d'un crime afin de créer une reconstitution du crime, que ce soit par un film, un livre, une émission de télévision ou tout autre programme de divertissement, qui documente les sentiments, pensées ou opinions de l'accusé sur le crime, l'argent qu'il tire de cela doit être versé au trésorier de l'État, puis le trésorier de l'État place cet argent sur un compte séquestre pour les victimes de ces crimes. En résumé, le dépôt explique pourquoi Brian Koberger ne devrait pas payer ces montants supplémentaires aux familles. L'accord de plaidoyer indiquait les frais funéraires et les fonds remboursés par le Fonds d'indemnisation des victimes d'actes criminels de l'Idaho, affixé dans les 60 jours après le 23 juillet 2025. M. Koberger a accepté ces montants, menant à des ordonnances du tribunal pour 28 956,88 $ le 29 août 2025. De plus, selon le code de l'Idaho, les fonds supplémentaires demandés ne sont pas considérés comme une perte économique. Steve et Christy Gonsalves, ainsi que Karen Laramie, ont reçu d'importants fonds via plusieurs campagnes GoFundMe, couvrant précisément les dépenses recherchées. Troisièmement, M. Koberger ne pourra jamais payer de restitution puisqu'il purge 4 peines à vie consécutive et 10 ans supplémentaires. Il est ensuite précisé que, pour ces raisons, M. Koberger s'oppose à la restitution supplémentaire. Il renonce à sa propre présence à une audience sur cette affaire et demande à ne pas être transporté car son avocat de la défense sera présent. A-t-il raison ? Parlons-en. Je souhaite maintenant faire intervenir Mark Weaver, ancien procureur général adjoint. Merci d'être venu. C'est un plaisir de vous voir. Prenons du recul pour réfléchir. Alors, tout d'abord, la restitution est-elle courante dans les affaires de meurtre ? Est-ce que cela dépend de l'État dont on parle ? Oui, la restitution aux victimes dépend de la loi de chaque État. Dans la plupart des États, un fonds est accessible aux victimes de crimes et à leurs familles. Et normalement, nous voulons que la personne qui a commis le crime, le criminel, dans ce cas le meurtrier, verse de l'argent dans ce fonds. Mais, comme c'est souvent le cas, les personnes qui commettent ces crimes les plus violents ont très peu de ressources financières. Cela semble être ce qui pourrait se passer ici dans l'Idaho. Oui, je veux en parler. En général, à combien s'élève la restitution ? Qu'avez-vous vu ? Quels étaient les montants ? Eh bien, cela dépend des circonstances. Les fonds de restitution aux victimes ne sont pas censés remplacer une action civile contre, dans ce cas, le meurtrier. Chaque victime d'un crime a une affaire pénale que les procureurs intentent, mais elle a aussi une affaire civile où elle peut poursuivre pour les dommages subis. Ces fonds d'indemnisation sont généralement destinés à rembourser les victimes pour des choses comme les frais d'hôtel, les frais de déplacement, les frais professionnels payés de leur poche. Il s'agit censément de restitution et d'indemnisation, pas nécessairement du type de dommages civils et de dommages punitifs que ces victimes pourraient obtenir si elles poursuivaient le criminel au civil. Et parlons-en. Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à payer cela ? Je veux dire, on va en parler. C'est l'un des arguments de Koberger. Avant d'aborder son cas, à quelle fréquence les gens arrivent-ils à payer cela ? Et sinon, je déteste dire ça. Mais pratiquement, pourquoi l'ordonner en premier lieu s'il n'y a aucun moyen qu'ils puissent le payer ? Eh bien, Sean Combs l'a payé, n'est-ce pas? Mais c'est un prévenu rare. Vous savez, un criminel qui a tellement d'argent qu'il est capable de faire ses paiements. Les juges ordonnent régulièrement des amendes et des restitutions, en sachant très bien qu'elles ne seront peut-être jamais payées. Dans l'une des affaires ici, ce crime lié à un prêt dont je poursuis concerne un bébé tué par un pitbull. Le juge a infligé une amende, mais je doute qu'elle soit payée car le prévenu n'a pas cet argent. Dans de rares cas, si le criminel obtient de l'argent d'une manière ou d'une autre, alors il peut être prélevé directement sur lui ou sur son compte en prison. J'imagine, comme l'a dit la défense, que cela aurait plus de sens pour des peines plus courtes. Non. S'ils sortent dans 2 ans, ils reprennent une carrière à vie. S'ils gagnent leur vie, s'ils ont une carrière et qu'ils gagnent de l'argent, ils doivent, comme quoi? Doivent-ils chaque mois contribuer à ce fonds ou verser cette restitution? Cela fera partie de leur vie jusqu'au remboursement total, non? C'est comme une dette, c'est le fonctionnement habituel. C'est donc plus logique pour des peines de prison courtes.
Oui, en général, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'État verse la restitution aux victimes ou à leurs familles. Puis, il peut demander un remboursement aux criminels, comme tu l'as dit. Si le criminel sort et travaille, son salaire peut être saisi chaque semaine. S'ils reçoivent de l'argent ou possèdent des biens, ceux-ci peuvent être saisis. Il existe de nombreuses options, mais ici, la prison à perpétuité s'impose. Situation difficile. Parlons-en. Alors, allons droit au but. Nous allons commencer par le dernier argument, puis remonter vers l'un des arguments du milieu. Il est condamné à perpétuité sans possibilité de sortie ni de profiter de ses crimes. Je l'ai déjà mentionné, selon la loi de l'Idaho, il ne peut pas donner d'interview ni participer à une émission télévisée. S'il est condamné à la prison à vie, il n'y a aucun moyen pour lui de gagner de l'argent derrière les barreaux. C'est donc un argument valable pour sa défense. J'ai déjà évoqué la loi de l'Idaho. S'il devait conclure un accord avec un studio, un producteur ou quelque chose dans ce genre, il produit quelque chose de lucratif, lequel est versé au trésorier de l'État, puis déposé sur un compte séquestre pour la famille de la victime. J'imagine que c'est une forme de remboursement, mais je ne suis pas sûr de bien comprendre. C'est ainsi que cela doit fonctionner. Ces lois, appelées Fils de Sam, viennent du nom du tueur de New York des années 1970. Dans certains États, certaines lois Fils de Sam qui allaient trop loin ont été annulées pour des raisons liées au premier amendement. Je ne dis pas que cela va arriver ici, mais laissez-moi vous donner. Par exemple, disons qu'il se met à la peinture comme passe-temps et décide de peindre puis de vendre ses tableaux à des gens. Il ne raconte pas le crime, il peint peut-être des paysages. Si la loi de l'Idaho devait empêcher cet argent d'aller de l'avant, je pourrais voir ses avocats déposer un recours fondé sur le premier amendement contre cela. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est un exemple étrange qui pourrait changer l'issue ici. Et ça me fait vraiment me demander si on avait un accusé qui regrettait sincèrement ses crimes et qui disait « Je veux aider les membres de la famille de la victime. J'ai commis un crime terrible, je ne peux pas revenir en arrière, mais peut-être que je peux les aider d'une certaine manière. » Un accusé peut agir depuis sa cellule, gagner de l'argent et l'envoyer à la famille de la victime. Je ne dis pas que c'est ce que Bryan Kohberger ferait, car rien n'indique qu'il éprouve du remords ou qu'il ressente quoi que ce soit envers ses familles. Mais j'imagine que c'est une possibilité. Tu ne voudrais pas penser que c'est ça l'essentiel ici? Il n'a pas assez de recul sur lui-même pour le savoir. C'est vraiment une très mauvaise image pour lui, pour l'accusé, pour ses avocats de la défense qui déposent ces requêtes en disant « Ne les obligez pas à payer cet argent ». Cela montre un total manque d'empathie. Ces familles ont déjà tant souffert. L'idée même que vous fassiez en sorte que vos avocats se battent pour empêcher l'application de certains de ces jugements est vraiment préoccupante. Qui paie ses avocats pour faire cela maintenant que nous savons qu'il est coupable et qu'il va passer le reste de sa vie en prison? Oui, c'est une bonne question. Pourquoi se battre? Pourquoi lutter? S'il ne peut pas payer, il ne peut pas payer. S'il lui ordonne de payer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment vont-ils le punir davantage? Je veux dire, pourquoi même déposer un dossier comme celui-ci? Et regarde, je suis avocat, je comprends. Je comprends qu'il y a un argument juridique à faire valoir pour n'importe qui, mais en même temps, quel est l'intérêt pratique de faire ça? Ce n'est pas comme si les membres des familles des victimes pouvaient s'en prendre à ses parents ou à la famille de Bryan Kohberger ici, n'est-ce pas? Oui, une poursuite pour négligence reste possible si les parents étaient impliqués, mais nous n'avons aucune information à ce sujet. Je ne pense pas que cela va arriver ici, mais c'est exactement ce à quoi j'ai pensé en lisant ça pour la première fois. Ces avocats avaient beaucoup de choses à faire ce jour-là. Pourquoi ont-ils décidé de faire ça? Étant donné que cela envoie un message terrible, cet homme n'a jamais tiré de leçon de ses actes et apparemment il ne le fera jamais. Les membres de la famille devraient-ils être indemnisés pour leurs frais de déplacement et d'hébergement lors des audiences au tribunal? Est-ce que cela devrait être couvert par les indemnisations? C'est l'exemple le plus courant de dépenses personnelles faciles à prouver. Les préjudices émotionnels, la perte de compagnie, la douleur et la souffrance sont difficiles à quantifier. Mais ces familles n'auraient pas eu à voyager jusqu'en Idaho, à séjourner à l'hôtel et à louer des voitures simplement pour pouvoir assister à ces audiences si Bryan Kohberger n'avait pas commis ces meurtres horribles. C'est donc un cas classique d'indemnisation des victimes. Je suis content que les États disposent de ces fonds auxquels d'autres prévenus contribuent par le biais de leurs amendes, ce qui aide à constituer le fonds. Mais dans ce cas, la somme d'argent qu'ils pourraient recevoir sera très faible comparée à la perte qu'ils ont tous subie. C'est vraiment ce qui fait la une ici, même si je garde la réserve mentionnée plus tôt. Je comprends qu'un avocat de la défense, n'importe quel avocat, essaie de présenter tous les arguments juridiques possibles, aussi créatifs soient-ils. Il faut s'attendre à des réactions négatives. L'argument est «
Ils ne remplissent pas les conditions. Les membres de la famille des victimes ne remplissent pas les conditions pour une perte économique parce qu'ils ont déjà reçu assez d'argent grâce aux pages GoFundMe. D'un point de vue de l'image, c'est assez... ça laisse vraiment un mauvais goût. Mais d'un point de vue juridique, est-ce que c'est un argument? Je veux dire, ce n'est pas séparé? Je doute que l'argent qu'ils ont récolté sur GoFundMe suffise à couvrir toutes les dépenses à la charge de ces familles. Chaque membre de la famille a le droit d'assister aux audiences et d'être informé. Certains ont dû prendre des avocats pour défendre leur identité à leurs frais. Tu as raison, cela donne une très mauvaise image. Et tu sais, je sais que les avocats doivent faire leur travail, mais moi, dans le général, je peux choisir ce que je fais. Je ne veux pas être celui qui rédige la requête en disant qu'ils ont reçu de l'argent via GoFundMe, alors pourquoi en demander plus? C'est juste que, franchement, ça donne vraiment une mauvaise image des avocats, non? Ça donne une mauvaise image des avocats. Ça donne une mauvaise image, je veux dire. Mais d'un point de vue juridique, si cela passe devant un juge qui est censé examiner les faits tels quels, est-ce que c'est vraiment un argument valable? Si un juge voit cela et dit « ils ont récolté assez via GoFundMe pour les frais de voyage et d'hébergement ». Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec cet argument. Je pense que je suis assez clair là-dessus. Cela doit rester raisonnable. Vous savez, j'ai été juge suppléant et magistrat à temps partiel durant des années, et des victimes ont parfois demandé une indemnisation après un cambriolage. Et ils voulaient que certains objets cassés soient remplacés, et ils voulaient que leur maison soit nettoyée parce que le type avait mangé de la nourriture chez eux. Ensuite, ils réclamaient aussi une indemnisation pour un chien et un nouveau système de sécurité. J'ai mis une limite car ces dépenses ne sont pas directement liées à ce crime. Donc, un juge doit s'assurer que, en fait, l'argent qui est demandé a bien été payé de leur poche à cause de ce crime. Mais est-ce important, leur argent ou leurs autres revenus, même issus de leur carrière? Parce que GoFundMe est un phénomène tellement récent dans la vie américaine, je ne pense pas qu'il existe de jurisprudence à ce sujet. Le juge devra faire preuve de discernement. Si j'étais juge, je négligerais cet argent car il y a bien d'autres dépenses, mais cela risquerait de créer une nouvelle jurisprudence. Et c'est un cas unique où l'on voit, si ces chiffres sont corrects, une somme d'argent énorme qui est passée par une cagnotte GoFundMe, en raison de la brutalité du crime et du soutien que la communauté et le pays voulaient apporter aux familles des victimes. Donc cela pourrait être intéressant à voir d'un point de vue juridique. Qu'en est-il de l'argument? Écoutez, il a signé cet accord de plaidoyer. Le procureur l'a signé aussi, n'est-ce pas? Nous étions tous d'accord sur une condition liée au montant à payer pour la restitution. Un accord est un accord, on ne peut pas le changer, on ne peut rien ajouter. Eh bien, toute personne qui commet des crimes dans l'Idaho est soumise à la loi de l'Idaho. Il devra donc respecter la loi de l'Idaho sur l'indemnisation des victimes. Maintenant, s'il y a un argument selon lequel, une fois que vous signez cet accord de plaidoyer, vous devrez payer les amendes, le juge a ordonné des amendes et une certaine indemnisation. C'est juste en plus de cela. Tout cela reste assez théorique, car encore une fois, il n'a qu'un petit compte de cantine en prison. Je pense que l'État ne peut en prélever que 20%, ce qui, dans mon monde, est un peu faible. Je pense que ce sera peut-être autrement. Peut-être laisser le prisonnier garder 20% et permettre aux victimes de prendre 80%. Mais si vous choisissez de commettre votre crime dans l'Idaho, alors vous serez soumis à la loi de l'Idaho. Dans le cas peu probable où Brian Koberger aurait des partisans et qu'ils lui donnent de l'argent, qu'ils lui font des dons, est-ce que cet argent peut aller au fonds d'indemnisation? Je pense que c'est possible. Je devrais encore vérifier la loi qui l'empêche de profiter de son crime. Je t'ai dit, ces lois ont été contestées au fil des ans sur le premier amendement. Donc, si elle est trop large, elle pourrait ne pas être applicable, aussi frustrant que cela puisse être. Il est étrange que les tueurs en série aient des fans. Autrefois, les fans écrivaient des lettres et envoyaient leurs photos. Ils peuvent désormais collecter de l'argent et peut-être le lui envoyer. Si j'étais le juge, j'utiliserais cette somme d'argent pour la donner aux victimes. Deux choses. Que pensez-vous que le juge va faire ici? Et est-ce que cela va arriver devant un juge? Quelle est la procédure pour cela? Cela va-t-il maintenant devenir une longue bataille devant le tribunal? Je doute que nous voyions des audiences. C'est le genre de requête qui peut être résolue par écrit. Chacun exposera ses arguments et le juge rendra une ordonnance. Je pense que cela ne prendra pas longtemps au tribunal. Puisque je vous ai, j'aimerais discuter des nouvelles mises à jour sur Brian Koberger. Il a donc été rapporté que Koberger avait finalement accepté de plaider coupable. Beaucoup se demandaient pourquoi il avait accepté de plaider coupable après que les procureurs aient annoncé que sa sœur, Amanda Koberger, serait appelée comme témoin. Qu'elle allait en fait d'ailleurs témoigner pour la défense, ainsi qu'en tant que témoin de circonstances atténuantes lors de la phase de détermination de la peine.
Et je pense qu'il y avait probablement plusieurs raisons pour lesquelles Koberger a plaidé coupable, en partie parce qu'il n'a pas pu faire rejeter la preuve acide désoxyribonucléique, il s'est vu refuser la possibilité de pointer du doigt d'autres suspects. J'ai déjà dit publiquement que c'est dégoûtant qu'il accuse d'autres, puis plaide coupable. Quelques jours plus tard, c'est comme s'il savait qu'il accusait essentiellement des innocents. Mais est-ce que cette chronologie t'intéresse? Je veux dire, penses-tu que c'est une des raisons pour lesquelles il a décidé de plaider coupable? Soit il ne voulait pas que sa sœur ait à traverser ça, soit il s'inquiétait de ce qu'elle allait dire à la barre. Est-ce quelque chose que tu as déjà vu dans d'autres affaires? Qu'en penses-tu, Nodoy? Je l'ai vu dans de nombreuses affaires. Les accusés ont souvent le cœur froid envers leurs victimes, mais ils ont aussi souvent le cœur chaud envers leur famille. Il ne voulait peut-être pas imposer cela à sa sœur, c'est un facteur parmi d'autres. On ne peut ignorer qu'il tenait ce type sous tous les angles. Ses avocats le savaient. J'étais d'accord avec toi sur le fait qu'ils n'auraient pas dû avancer cette théorie du « c'est un autre gars qui l'a fait », alors qu'ils savaient qu'il l'avait fait. Mais lorsque les accusés plaident coupables, surtout si la peine de mort est retirée, j'ai travaillé sur une affaire de peine de mort il y a 1 an où cela s'est produit. Nous avons retenu la peine de mort comme chef d'accusation. Nous étions prêts à la retirer sous certaines conditions. Et donc, l'accusé devait prendre cette décision s'il était prêt à plaider coupable. En général, il y a plusieurs facteurs différents. Et avec quelqu'un d'aussi étrange que Bryan Koberger, il est simplement difficile de savoir ce qui lui passe par la tête quand il prend cette décision. Et je dois te dire, hein, Marc, tu sais, on se demande à quoi aurait ressemblé ce procès s'il aurait pu infliger encore plus de douleur, tu vois. News Nation a récemment rapporté que la sœur de Kaylee a publié une vidéo sur TikTok, indiquant que l'accusation était prête à présenter des preuves que certaines des blessures subies par Kaylee ont été infligées après qu'elle ait cessé de se défendre. Koberger a dit « Je ne veux pas spéculer sur ce que faisait Koberger, si c'était pour causer de la douleur ou autre. Mais ces blessures n'avaient pas beaucoup de sens. » Elle a ajouté que les enquêteurs lui avaient dit que les blessures semblaient, je cite, « expérimentales ». C'est inquiétant, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On se pose des questions, tout en sachant que les réactions à sa décision de plaider coupable étaient partagées. Mais dans le sens de ce à quoi ce procès aurait pu ressembler, à quoi les jurés auraient été exposés, à quoi les membres de la famille de la victime auraient été exposés. C'est assez brutal. C'est difficile, je me suis lancé dans ce métier parce que j'aime faire des procès devant jury, j'aime poursuivre des criminels violents. À chaque procès, je me rappelle que les jurés n'ont pas choisi cela, contrairement à moi qui ai choisi ce métier. Ils ont reçu une convocation pour venir au tribunal. Ce sont des personnes responsables. Malheureusement, on doit leur montrer certaines des images les plus horribles de leur vie, que la plupart n'oublieront jamais. Les membres de la famille doivent aussi rester et voir ces images. C'est l'une des raisons pour lesquelles, parfois, la meilleure chose à faire est de régler une affaire à l'amiable et de la laisser se conclure autrement, ce qui s'est passé ici. Mark Weaver, merci beaucoup pour votre temps. Je vous suis très reconnaissant. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, Jesse. C'est tout pour le moment sur Sidebar. Merci à tous de votre présence. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou autres plateformes. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber. À la prochaine.